Je vous partage aujourd'hui mon expérience avec un développeur freelance. Je vous place un petit peu le contexte. Cette vidéo va vous intéresser si vous travaillez avec d'autres freelanceurs. Voilà, on connaît les tarifs qui sont très élevés en Europe, avec des développeurs qui font beaucoup de qualité. Et quand vous lancez des projets, vous avez soit vous codez vous-même, soit vous faites appel à des freelanceurs qui vous aident. Ça a été mon cas. Et du coup, il faut constamment tout cadrer, surtout avec des freelanceurs à l'étranger. Typiquement, ce qui s'est passé, on travaille sur un VPS chez Hostinger, donc c'est un environnement Ubuntu. Et donc j'ai laissé faire, moi je laisse toujours faire au début les gens pour voir comment ils réagissent, comment ils travaillent, quelles sont leurs réactions. J'essaie de pas trop juger, de voir un peu comment ils s'y prennent. Et après, j'essaie de voir, ça me permet en fait de voir qui est la personne, comment elle travaille, en lui laissant beaucoup de liberté. Et après, au fur et à mesure, j'ai tendance à recadrer. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne méthode de travail, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et donc, quelle a été ma surprise de voir que le repo GitHub que je lui avais créé, en fait, pour les 2 projets sur lesquels il est en train de travailler, il ne les a tout simplement pas utilisés. Il a fait 0 commit dessus. Il l'utilise, il code directement dans le VPS, ce qui est une chose totalement absurde il faut jamais faire. D'une part parce qu'en fait, du coup, moi, si je veux avancer de mon côté, j'ai aucune vue sur l'avancée du code, ni qu'est-ce qu'on peut améliorer ou changer. Et d'autre part, s'il y a un problème sur le VPS, en fait, on est un peu mort. Voilà, à moins qu'il ait une copie sur son ordinateur en local, ce qui est le cas évidemment. Mais aussi, super surprise, donc il a cloné un repo à son nom dans son coin. Du coup, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, voilà. Cadrer, il faut vraiment absolument cadrer le travail. Si vous travaillez avec des freelancers sur Upwork, mon conseil, en fait, c'est vraiment déjà, c'est de travailler avec des milestones. Je trouve que c'est une bonne manière de travailler. Et ensuite, c'est vraiment de cadrer, c'est-à-dire de mettre une deadline en temps et de dire, voilà, une deadline qui est raisonnable, bien évidemment. Et de dire, voilà, si le développeur n'arrive pas à réussir le sprint dans le temps imparti, c'est qu'il y a un problème, il faut savoir d'où ça vient. Est-ce qu'il maîtrise mal l'environnement? Est-ce que c'est un développeur junior ou senior? En fait, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à coder dans le temps imparti? Ensuite, il faut vraiment cadrer les process, c'est-à-dire en fonction de comment vous travaillez, c'est à vous de mettre en place une méthode de travail. Donc moi, personnellement, j'apprends en autodidacte, d'accord? J'ai pas de formation particulière dans le domaine. Ce que j'aime bien avoir, c'est un repo GitHub, le mien en privé, et un clone pour le dev, pour qu'il bosse dessus. Et après, lui, il fait comme il veut, mais il faut absolument qu'on ait un repo en commun pour qu'on puisse travailler à 2 dessus. C'est l'objectif d'une collaboration en freelance. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et voilà. Et bien évidemment, le mieux, c'est de coder soi-même et de comprendre un peu ce qui se passe. Si vous déléguez tout à un développeur et vous connaissez rien au code, vous risquez d'avoir de grosses surprises, surtout si vous faites appel à des développeurs étrangers. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Pour les choix de base de données, voilà, vous allez avoir des développeurs qui n'ont pas envie de se prendre la tête, ils vont vous balancer du SQL. Mais si vous avez un projet qui est scalable, vous allez avoir besoin de Postgres, c'est ça, je sais pas, je le prononce bien. Vous allez avoir besoin d'une base de données qui demande un peu plus de temps à passer dessus, qui est beaucoup plus robuste et beaucoup mieux pour les utilisateurs. Et ça, en fait, si vous ne connaissez pas le code, vous allez faire l'erreur de 90% des gens qui travaillent avec des développeurs. Vous allez suivre les conseils du développeur un peu à l'aveugle, et c'est vraiment un risque. Après, il y a les risques au niveau de sécurité des données, les risques au niveau des clés API. Voilà, si vous balancez une clé API dans une messagerie ou par email, vous pouvez vous dire que déjà elle est compromise. Si vous donnez une clé API à un développeur, vous ne savez pas ce qu'il en fait, vous ne savez pas où est-ce qu'il la met, est-ce qu'il la stocke quelque part. Les clés API, c'est à vous de les mettre dans le fichier .env et c'est pas au développeur à le faire. Le développeur, il code avec les clés API temporaires. Quand le projet est prêt pour la production, vous changez toutes les clés, vous les mettez vous-même dans environnement, vous mettez un git ignore pour vraiment ignorer tout l'environnement, et après vous passez en production. Mais voilà, clairement, il y a beaucoup
il y a vraiment un gros travail de management et de cadrage qu'il faut surtout pas négliger. En plus du recrutement, donc je vous invite à regarder une de mes précédentes vidéos dans laquelle en fait j'ai passé une vingtaine de recrutements avant de trouver un développeur qui avait vraiment les compétences, parce qu'il y a beaucoup de scammers sur les réseaux en fait, des gens qui prétendent être développeurs alors qu'ils ne le sont pas ou qui débutent. Et voilà, et c'est dommage de le découvrir au milieu d'un projet, quand vous avez commencé à avancer des fonds, du temps. C'est dommage, il faut prendre ces risques-là en amont. Et donc du coup, voilà, donc pour la petite histoire, on a pris un retard monstrueux par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Moi, j'avais prévu une deadline entre 15 à 30 jours. On a largement dépassé le délai. Mais bon, c'est les aléas. Après, il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en compte. C'est-à-dire que moi-même, j'ai dû rajouter des choses en fonction de l'évolution du marché, notamment avec OpenClaw. OpenClaw est en train de changer tout l'environnement IA, US, mondial. Enfin, c'est en train de changer. Il faut vraiment s'informer là-dessus. Et donc, c'est pas en train de remplacer tous les outils, ça en remplace certains, mais il y a des nouveaux usages. Et si vous lancez clairement un SaaS dans l'IA, il faut vraiment intégrer ce type de technologie. Si vous le faites pas, eh ben, vous passez à côté de quelque chose. Voilà.